Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Je suis Boran Zaza et je suis directrice des communications et du développement à Orchestre Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous laisser savoir que nous sommes une organisation virtuelle. Autrement dit, nous travaillons de là où nous nous trouvons. Mon bureau se trouve à Rimouski, dans la province du Québec, dans la région du Bas-Saint-Laurent, tout près de la péninsule de la Gaspésie. Cette région s'étend sur les territoires non cédés des Mi'kmaq et des Wolastoqet Nuktituk. Et aujourd'hui, nous enregistrons la séance et l'enregistrement sera disponible sur notre site Web dans la section ressources et ce, dans les jours qui viennent. Nous utilisons le clavartage afin de recueillir vos questions et vos commentaires et Brad pourra les aborder à la fin de sa présentation. Maintenant, j'aimerais vous présenter Brad Carlin, qui est consultant senior chez TRG Arts. Il partagera aujourd'hui les constats les plus récents par rapport à différents points de repère au niveau des arts et de la culture qui nous en dit long sur l'état actuel des organisations artistiques au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et un nombre croissant d'orchestres participent et il y a place à d'autres également. Brad, la parole est à vous. Merci beaucoup, Boren. Bonjour à tous et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. On sait à quel point nous pouvons devenir occupés et nous allons maintenant plonger dans des graphiques, dans de la donnée et il y aura beaucoup d'informations et j'espère certainement que nous pourrons en discuter lors de la période des questions-réponses en fonction de ce qui vous intéresse particulièrement ou par rapport à des questions de clarification, bien sûr. Cela peut aussi être des questions terminologiques. Mon but, c'est de vulgariser le propos avec, bien sûr, beaucoup d'informations pertinentes. Alors, je vous encourage à réfléchir également à ce qui pourrait vous être utile, notamment lorsqu'on cherche à mettre en branle des plans stratégiques ou d'affaires parmi d'autres, et bien sûr artistiques. Alors, qu'est-ce que ça implique que ces données et ces points de repère et de référence que nous analysons? Alors, il s'agit d'analyse au niveau de 41 orchestres nord-américains, au Canada, aux États-Unis également, et nous penchons sur une perspective saisonnière, alors plus particulièrement la saison 2024-2025, qui a été normalisée en fonction de juillet à juin, qui est une fenêtre de 12 mois assez commune entre les différentes organisations artistiques que nous avons analysées. Et nous avons des données sur 24-25 et nous comparons ces données à la saison 22-23 et la saison 23-24. Et cette période de 12 mois nous a servi à analyser l'achat de billets individuels, les tendances de l'auditoire et les dons. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau des abonnements, on va se pencher sur un échéancier un peu différent et en tenant compte du moment où les gens s'abonnent. Autrement dit, ces données d'abonnement, c'est une fenêtre de 12 mois qui s'étend de février à janvier. Et c'est à ce moment que la plupart des gens s'abonnent à une saison qui commence habituellement en juin ou en juillet. Donc, nous allons nous pencher sur deux perspectives différentes, c'est-à-dire 22-23, 24-25 pour ce qui est de l'étalement des saisons. On va aussi regarder 2022-2023 cumulatif à 2025-2026 cumulatif, toujours avec des périodes comparables et avec les fenêtres
que j'ai annoncées. Alors, par exemple, on va se rendre jusqu'au mois de juillet de cette année notamment. Enfin, on va faire des comparaisons à d'autres arts de la scène qui incluent 142 organismes nord-américains dans le théâtre, dans les centres des arts de la scène, la danse, l'opéra, le ballet, la musique, hors symphonie notamment. Et donc, lorsqu'on fait de telles comparaisons, nous les prenons tout en compte, mais au niveau de la musique, c'est hors symphonie. Alors, nous avons une question déjà dans le clavardage. Sur les 41 orchestres nord-américains, combien sont canadiens? Je pense qu'il y en a 3 ou 4. Alors, peut-être 10% de l'échantillon? Ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'est une très bonne question. On aimerait certainement en avoir davantage et on pourra aborder cette question. Comment vous recrutez, par exemple? D'accord. Alors, on va commencer avec une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va se pencher sur des tendances d'ensemble, tant au niveau du comportement de l'auditoire et ce qui se passe au niveau de la billetterie. D'abord, les revenus des billets et le nombre de billets vendus. Alors, on voit des barres ici, des barres bleues acier, et il s'agit de volume de vente des billets. Et puis, nous avons aussi dans les barres bleues, on a aussi ce qui se passe au niveau des abonnements et des membrariats. Mais pour cette analyse, on combine les deux et on utilise parfois les termes de manière interchangeable. Donc, les transactions au niveau des abonnements et pour ce qui est de membrariat. Et donc, sur cette diapo, le nombre total de billets vendus pour la saison. Et nous avons 3 lignes de revenus. Celle en vert plus foncé, ce sont les revenus d'abonnement. La ligne vert clair, c'est la vente de billets individuels. Et la ligne plutôt noire en haut, c'est le total des revenus provenant de la vente des billets pour tous les organismes analysés. Les lignes pointillées représentent des ajustements en fonction de l'inflation. Donc, les lignes pleines ont été ajustées pour l'inflation, en fait, et donc on essaie de montrer, en fait, qu'il y a un impact dû à l'inflation entre les lignes pointillées, donc, et entre les lignes pleines. Et dans cette analyse, on va regarder ce qui a été ajusté en fonction, donc, de l'inflation. Alors, que faut-il retenir? Ce qu'on voit entre 2022-2023 et 24-25, c'est une croissance de 6 pour le nombre total de billets vendus, mais aussi 16 de croissance au niveau des revenus générés par la vente de ces billets. Et la majorité de cette croissance, c'est la vente de billets individuels. Et ça, on le voit avec la croissance de la couleur acier dans les colonnes présentées. C'est ce qu'on voit, c'est cette croissance. Et lorsqu'on compare cela à d'autres secteurs artistiques, c'est plutôt semblable. Alors, autrement dit, 5 de vente pour ce qui est de tous les billets et 15 par rapport aux revenus que cela a généré. Bien sûr, pour ces fenêtres de temps. Maintenant, ce qu'on observe, c'est une fréquence d'ensemble. Ici, on regarde les ménages. Et les ménages sont comptés en fonction du nombre de billets achetés dans une saison particulière. Combien d'événements? En fait, c'est les événements qu'on observe. Et cela comprend aussi les abonnés et les membres. Et ce sont tous des ménages. Mais au lieu de se demander si c'était
un billet individuel ou un abonnement, on se penche particulièrement sur les ménages. Alors, qui viennent une fois, ça c'est en mauve, deux fois couleur acier, bleu trois ou quatre fois, et encore plus, ce sont les lignes vert clair, toujours pour les mêmes saisons. 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. La bonne nouvelle, c'est que pour les orchestres, 14 de croissance quant à la vente de billets par rapport à un ménage en particulier, en moyenne, bien sûr. 14 aussi du total des ménages qui augmente quant à l'achat de billets. C'est quand même une croissance importante et celle-ci est jumelée aux acheteurs de billets individuels. Alors, en mauve, encore une fois, c'est ceux qui viennent une fois dans une saison. C'est la majorité des gens, à même une année, et c'est ce qui stimule la croissance dans notre domaine. Un peu plus de croissance, cela dit, pour ceux qui viennent 2 à 3 fois par année dans une saison. Et lorsqu'on combine le bleu et le vert, c'est-à-dire 4 événements et plus, il y a à peu près une croissance de 12. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'augmentation quant à la fréquentation partout. Et puis, on voit aussi une petite croissance pour ceux qui viennent 2 à 3 fois par année, mais au bout du compte, une croissance dans l'ensemble. Maintenant, il s'agit ici de typologie du public. Il s'agit de segmenter l'auditoire en fonction de est-ce que c'est récent qu'une transaction qui a été effectuée, soit l'achat d'un billet. Et donc, il semble aussi qu'il y a des gens qui viennent dans un orchestre pour la première fois. Ce sont les nouveaux clients. Nous avons aussi des clients plus réguliers et, autrement dit, qui ont acheté un billet et un deuxième billet dans une fenêtre de 18 mois. Ce qu'on appelle les clients qu'on réengage, ben, ça veut dire qu'il y a eu un écart de fréquentation de plus de 18 mois entre deux concerts pour un même orchestre. Et on se penche ici sur la proportion de tous les acheteurs de billets, les abonnés, les membres et les acheteurs pour un spectacle unique. Et il n'y a pas énormément de changements. Alors ici, on a les 3 saisons sur lesquelles on se penche et essentiellement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements proportionnels. Alors, le volume en tout et partout a augmenté, mais les proportions sont à peu près semblables, c'est-à-dire que la proportion de nouveaux clients n'a pas beaucoup varié pour chaque fenêtre de 12 mois. C'est vrai pour les clients actuels, c'est vrai pour les clients qui sont réengagés. Alors, et puis, donc, quelques petites variations pour les nouveaux clients et les clients actuels, un peu moins pour les réengagés, mais essentiellement semblables dans les 3 groupes de clientèle. Maintenant, quand est-ce que les membres de l'auditoire achètent-ils leurs billets? Et on étudie la tendance, notamment en fonction de 12 mois d'écart d'un spectacle. Et on se penche sur le pourcentage de billets qui ont été vendus 12 semaines préalablement. Et comme on peut voir, c'est que 2 semaines avant le spectacle, c'est là où on vend 30 à 40 des billets pour un concert donné. Et puis, il y a d'autres sur beaucoup plus de semaines qui achètent leurs billets avec de l'avance. Alors, généralement, le gros se retrouve 4 semaines avant et encore une fois, largement 2 semaines avant le concert. Et là, on n'a pas énormément de données, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une tendance qui
semble se répéter année après année. Et lorsqu'on se penche sur des données pré-pandémiques, on fait le constat, en fait, que le portrait demeure essentiellement le même. Alors, on pense dans le secteur généralement que les billets sont achetés un peu plus à la dernière minute, mais cela n'est peut-être pas ce n'est pas entièrement le cas selon ce que nous disent les données. Donc, pas grand changement dans les habitudes d'achat, même si il y a un sentiment que les choses ont peut-être changé, puisqu'on est encore en train de se remettre des baisses d'achat d'abonnements et de membres RARIA. Alors, on constate aussi qu'il y a beaucoup de ventes de billets individuels dans les 2 semaines précédentes, mais peut-être que c'est qu'on le remarque davantage puisqu'on se fie davantage à ces ventes pour générer des revenus. Bien sûr, c'est une hypothèse que nous émettons puisque ce qu'on entend dire de l'industrie n'est pas toujours aligné avec ce que nous disent les données. Et maintenant, alors à gauche, sur cette diapositive, on voit la proportion qui a été vendue à plus de 2 semaines d'un concert et à moins de 2 semaines en fonction des orchestres et d'autres arts de la scène. Alors, ce sont des tendances très subtiles. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ceux qui achètent un peu plus avant 2 semaines a un peu changé, mais pas tellement, et notamment en comparaison à ce qui se passe pour les autres arts de la scène. Ce que je voudrais maintenant partager, ce sont des données au niveau des foyers en fonction de la démographie. Bien sûr, il s'agit ici de données qui portent sur les États-Unis, là où notre analyse s'est davantage déployée. Alors, on se penche sur l'âge, la race, l'achat de billets individuels, l'abonnement et les membres. Toujours les mêmes saisons, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Et il s'agit ici de données de marché agrégées que l'on compare avec d'autres données du marché que nous avons à notre disposition. Alors, essentiellement, encore une fois, peu de différence au fil des 3 dernières saisons, peut-être une petite augmentation au niveau d'achat provenant de personnes hispanophones et asiatiques. Et si on se pose la question par rapport aux abonnements et aux membrariats, ben, moins de changements et moins de diversité par rapport à cette part de l'auditoire, c'est-à-dire les abonnés et les membres moins diversifiés que l'achat de billets individuels, semble dire les données. Maintenant, cette diapo est fort intéressante et suscite beaucoup de discussions pour ce qui est de notre équipe de recherche. Et ce sont des données toutes récentes par rapport aux cohortes générationnelles. À gauche, les achats de biens individuels en fonction de différentes générations. Alors, on a la génération silencieuse qui sont nés entre 1928 et 1945. Ensuite, on a Gen Z, né après 1997. Et puis, la grande majorité de nos acheteurs de biens individuels, ce sont les baby boomers, les Gen X et les milléniaux. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la croissance d'achat de la part des milléniaux, notamment dans la dernière année. On voit aussi une diminution d'achat de la part des baby boomers pour ce qui est d'achat individuel, de biens individuels. Et donc, c'est ce qu'on constate pour la première fois, c'est qu'il y a autant de milléniaux que de baby boomers
qui achètent des billets. Gen X, ça descend un peu, même si ça a été relativement stable. Et ce qui est très intéressant, c'est que est-ce qu'on a atteint le sommet des Gen X pour ce qui est de la vente de billets individuels? Si on se penche à la période pré-pandémie, les baby boomers représentaient 38 des achats de billets individuels. Donc, on voit qu'on est maintenant à 31 aujourd'hui, une diminution donc. Gen X était à 30 avant la pandémie. Alors, ils ont monté à 32 et commencent à descendre. Et du côté des milléniaux, comme je vous l'ai dit, ça augmente. Et donc, ça vient avec des implications possibles. Autrement dit, comment l'auditoire rajeunit, pour le dire ainsi, et rajeunit de plus en plus vite. Et lorsqu'on se penche sur des données par rapport aux abonnés, pas énormément de changements. Les baby boomers, c'est la cohorte la plus représentée. Il y a un certain aplatissement, la moitié baby boomer, Gen X relativement plat et des diminutions pour la génération silencieuse. Mais les milléniaux, ça monte, ça monte, ça monte. C'est la seule cohorte qui monte de 10 il y a quelques années et ça augmente. Alors, vraiment, là, une belle différence. C'est chouette, non? Alors, nous, on trouve ça vraiment formidable que ces aperçus. Maintenant, ça, ce que je viens de vous donner, c'est une belle grande vue d'ensemble. On va maintenant se pencher sur l'achat de billets individuels. Alors, on va constater ici, sur cette diapo, en fait, c'est le volume de billets vendus dans la couleur acier et puis en vert pâle, la saison 24-25 par rapport à 22-23. Et on voit 7 d'augmentation de biens individuels, 27 de revenus ajustés en fonction de l'inflation par rapport à l'augmentation de revenus. Donc, on vend, oui, plus de biens individuels, mais on génère encore plus de revenus. Alors, on va revenir à ce que ça veut dire, ça, comme écart. Et lorsqu'on compare cela chez nos pairs, c'est intéressant de voir des montants semblables d'augmentation de volume de vente de billets individuels. Toutefois, pas autant d'augmentation des revenus que chez les orchestres. Et ça, c'est vraiment une distinction pour ce qui est des orchestres en fonction d'autres arts de la scène. Et cela revient au prix moyen payé pour les concerts donnés par les orchestres qui augmentent davantage en fonction d'autres arts de la scène. Donc, penchons-nous sur cela davantage. Les revenus par personne. Alors, le prix, on prend le montant total de billets vendus, les revenus générés, on divise l'un par l'autre et ça nous donne un revenu. Ça nous donne des données par personne. Et on compare cela avec d'autres arts de la scène. Alors, le prix moyen de chacun des billets est plus bas dans les orchestres nord-américains en comparaison à d'autres arts de la scène, mais la croissance est plus significative. 19 de plus dépensés par chaque personne dans les orchestres, notamment en 2024-2025. Alors ça dépasse l'augmentation de l'inflation. C'est vraiment l'augmentation du prix des billets. C'est plus élevé que l'inflation actuelle. Alors que dans les autres arts de la scène, il y a juste 3 de plus d'augmentation sur les billets qui sont payés par chaque personne. Et ça, c'est un peu moins de l'inflation. Et je veux distinguer le prix moyen payé et le prix des billets. Alors, ce qu'on ne suggère pas,
c'est que les prix des billets ont augmenté. C'est peut-être le cas et c'est vraisemblable. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que le prix des billets a augmenté de 19 mais que chaque personne dépense 19 de plus que précédemment. Alors, il y a une distinction donc à faire ici aussi. Et l'hypothèse qu'on a en ce sens, pourquoi est-ce qu'il y a plus de dépenses au niveau des orchestres qu'ailleurs? C'est peut-être qu'il y a eu une croissance étant donné la réaction des orchestres par rapport à ce qui se passe économiquement dans différentes régions du monde. Ça peut aussi être le fait que les gens sont prêts à payer davantage pour un concert. Et donc, il y a différents facteurs, mais ce qu'on sait, c'est que les orchestres vendent plus de billets actuellement et le font à des prix plus élevés, et ce, dans des fenêtres relativement rapides, et tout en sachant que les gens dépensent plus pour des billets d'orchestre que pour d'autres arts de la scène, proportionnellement parlant. Maintenant, les gens qui achètent les billets, on pense à leur comportement et on y pense notamment en fonction des ménages. Alors, combien de billets sont achetés à chaque fois qu'un ménage effectue une transaction avec un orchestre? Alors, quelle est la taille des commandes, pour le dire ainsi? Et souvenez-vous d'une diapo précédente, si on regarde tous les achats de billets, ben, il y a eu une augmentation générale de 14 mais pour les billets individuels, ça monte de 15. C'est normal. Autrement dit, des taux de croissance assez cohérents pour ce qui est des gens qui achètent des billets. Maintenant, le nombre de billets achetés pour chaque concert a décliné. Et ça a des implications. C'est qu'il y a plus de gens qui achètent de billets, mais ils achètent moins de billets pour chaque événement. Et en même temps, ils payent davantage pour les billets. Autrement dit, ça prend plus de personnes pour remplir les sièges. Il faut en attirer davantage pour générer les revenus dont on a besoin. Et on se demande, est-ce qu'il y a une corrélation entre le prix moyen payé et le déclin de la taille des commandes? Et si on veut remplir nos salles, bien, ça veut dire que ça nous prend plus de personnes et ce n'est pas simple à faire. Ça demande des relations, ça demande des plans d'affaires et la façon la plus efficace, c'est de fidéliser la clientèle pour qu'ils achètent davantage de billets. Et quand on pense, donc l'idée, c'est d'attirer des acheteurs et de stimuler la croissance par ces foyers. Alors, on va maintenant se pencher sur la fréquence sous peu. Et dans d'autres secteurs, que se passe-t-il? Ben, c'est assez semblable. Alors, autant dans les arts de la scène que des concerts, il se peut bien qu'il y ait des changements dans les marchés et c'est vrai pour ceux qui achètent des billets individuels. Et quand on pense pré-pandémie, si on pense notamment à des achats de groupes, ben, on se rend compte que les groupes pourraient s'amenuiser et ça a un impact sur les achats par les ménages, mais lorsqu'on filtre en fonction de ces données, on constate néanmoins que la taille des commandes par ménage diminue. Donc, oui, les groupes sont plus petits, ça contribue aux moyennes générales, mais quand même, les tailles de commandes diminuent par ailleurs. Fréquence maintenant.
Alors, si on veut remplir nos salles, il s'agit de faire en sorte qu'on achète davantage peut-être de billets individuels. Et puis, ce qu'on veut, c'est aussi augmenter la fréquence. Mais on sait que c'est assez stable. Et puis, dans les autres d'art de la scène, ça tourne autour de 1,2 de fréquence d'achat des billets. Autrement dit, il y a plus de ménages qui achètent des billets, mais ils achètent moins de billets par ménage. Et donc, avec le prix des billets, on a plus de revenus, mais ça nous prend plus de gens pour remplir nos salles. Alors, c'est bon pour les revenus, mais encore une fois, ça va être important de comment faire pour assurer la durabilité de nos auditoires. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser la clientèle? Alors, maintenant, toujours par rapport à l'analyse des billets individuels. Qu'est-ce qui est chouette? Plus de personnes achètent des billets individuels pour assister à des concerts d'orchestre. Ça, c'est très bien. On en a déjà parlé. La fréquence de fréquentation est relativement stable. Maintenant, le prix moyen payé pour le billet individuel a augmenté plus rapidement que le taux d'inflation. C'est vrai aussi pour les autres organismes nord-américains des arts de la scène. Ce sont des bonnes nouvelles pour les finances de nos organisations. Les revenus augmentent, notamment en comparaison à il y a 2 ans. Et en même temps, ça prend davantage de ménages pour remplir le même nombre de sièges que les années précédentes. Alors, mettre l'accent sur la relation avec la clientèle pour stimuler une fréquence qui, par ailleurs, tend à être soit stable ou à diminuer. Maintenant, penchons-nous sur les abonnements et le membrariat. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, allons au haut de la diapo. Alors, une fenêtre de 12 mois dont je vous ai parlé en début de présentation, soit de février à janvier, étant donné les transactions en ce sens étant plus fréquentes à ces périodes de l'année. En bleu, nous avons ces abonnements et les revenus sont aussi ajustés en vert en fonction de l'inflation. Quand on pense aux orchestres, dans ces fenêtres de 12 mois, on a vu des augmentations de 5 pour ce qui est de la vente de billets et 5 d'augmentation pour les revenus. Ouh, c'est un petit peu différent ici quand on pense à abonnement et membrariat en comparaison aux billets individuels. Donc, ce n'est pas tout à fait le même portrait. Maintenant, ça, c'est le haut de la diapo. Dans le bas de la diapo, on se penche sur les premiers 6 mois des campagnes, donc de février à juillet pour chacune des saisons. C'est ce qu'on appelle les mois cumulés dans la saison. Et puis, oh là là, de bonnes nouvelles ici aussi. Jusqu'à date, l'année 25-26 a été une année exceptionnellement solide. Il est envisageable qu'on voit l'impact possible de l'impact des achats d'individuels. Ça prend du temps avant que les gens qui vont voir des concerts décident de s'abonner ou de devenir membres. Et c'est peut-être le résultat de tout ce qu'on a fait par rapport au pipeline de ces ventes de billets individuels qui, enfin, se traduit par des achats d'abonnements et de membrariat. Et c'est cette année, dans la saison 25-26, qu'on commence à voir une différence. C'est une bonne nouvelle. Entre 2022-2023 et 2025-2026, une hausse de 26 pour 24 de revenus additionnels. Donc, de la croissance, enfin, par rapport aux achats d'abonnements et de membrariat. Enfin, si on regarde ce qui se passe au niveau des personnes, ce qu'on voit en haut, c'est de nouveau une saison complète, 12 mois, les ventes d'abonnements et de membrariat. Et
en mauve le nombre de foyers et ce qu'on paye en moyenne pour leurs billets. Et ce qu'on comprend, c'est que les courbes sont aplaties. Il y a seulement 2 d'augmentation au niveau des abonnements et adhésions et seulement 1 d'augmentation de revenus par personne. Et donc, on est vraiment pas très loin de l'inflation, très peu d'augmentation des revenus. Et ce qui est encourageant quand on regarde le bas de la diapo, quand on regarde les 6 mois cumulés depuis le début de l'année, c'est qu'on voit les choses sont relativement stables et puis en 25-26, on voit une vraie croissance, 7 de plus d'abonnements et d'abonnés mensuels. Cependant, regardez, le revenu par personne a diminué un peu. Alors, des tendances très intéressantes quand on y pense en fonction de son propre orchestre. Quelles sont les stratégies qu'on a mises en place pour maintenir les relations avec nos abonnés? Est-ce qu'il y a eu une résistance à l'augmentation du prix des billets? Est-ce qu'il y a eu davantage d'offres d'escompte? Tout cela dans le but de fidéliser la clientèle. Est-ce que c'est ça qui explique ces statistiques? Donc, on a mis l'accent sur conserver, fidéliser, mais c'est très différent ce que ça donne au niveau euh, de la génération de revenus en termes de dollars générés. Maintenant, quand on regarde le nombre de billets qui sont achetés, on peut voir ici en haut, sur une fenêtre de 12 mois, on voit ce qui est vendu par ménage. Alors, par exemple, en moyenne, 2 abonnements par foyer. Donc, ça donne à peu près le nombre de billets par foyer, par personne, mais très petite croissance, 2 au niveau des foyers, 3 pour ce qui est des billets par client. Et puis, encore une fois, une belle croissance en 25-26 pour ce qui est de ces abonnements et membrariat. Ça, c'est 18 d'augmentation de billets par spectateur individuel. Donc, davantage de billets par personne dans les 6 premiers mois de l'année 25-26. Alors, sûrement qu'il y en a qui remarquent déjà, ah, il y a une différence puisqu'on considère seulement 6 mois de l'année. Alors, je vous invite à vous pencher sur 24-25 où on termine à 9,4 billets par foyer et c'est là où on est dans les premiers 6 mois de 25-26. C'est ça qu'on voit en bas de la diapo. On voit aussi que dans la première partie de l'année, il y a un petit déclin. Et puis, en fait, on a aussi, en tout début de campagne, les gens qui sont particulièrement intéressés par les beaux abonnements avec toutes sortes d'avantages. Et puis après ça, ce sont des abonnements un peu moins chers qui se vendent par la suite. Et donc, c'est ce qu'on constate. On passe de 2,6 à 12,4. Et donc, en fait, quand on regarde de nouveau les données pour 25-26, on voit néanmoins que les choses s'améliorent en fonction de 10,6 de billets par ménage qui sont là où on a terminé en 24-25, on est rendu à 12,2 pour 25-26. Alors, quelles sont certaines des choses qu'on peut tirer de cela?
une croissance modeste du nombre de ménages abonnés et du nombre de billets par personne entre 2022, 2023 et 2024 et 2025, inférieure à la croissance du volume et du nombre de billets. Le nombre de billets par ménage abonné est resté stable, ça c'est le deuxième point, mais la campagne d'abonnement 2025-2026 a montré des signes de vigueur. Maintenant, les dons individuels. C'est ici où les données sont un peu moins claires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de façons de catégoriser les données recueillies en fonction du financement provenant des dons. Et ce n'est pas simple d'étudier les choses au niveau granulaire. Donc, prenez les données suivantes avec un grain de sel. Cela dit, on a essentiellement confiance en ce que nous vous présentons. Donc, il est possible aussi qu'il y ait des dons ponctuels, qu'il y ait des variations dans le secteur en fonction des organisations, mais ça nous donne quand même certaines tendances. Alors, tout cela mis de côté, qu'est-ce qu'on constate? Alors, en mauve, les dons et puis les revenus générés par ces dons en vert. Entre 24-25 et 22-23, il y a une augmentation de 11 de dons et 6 en fonction de croissance des revenus ajustés pour l'inflation. Et ce qu'on devrait retenir ici, c'est que cela signale possiblement des changements de comportement pour ce qui est de la taille des dons. Alors, il y a plus de dons, mais il n'y a pas autant de revenus. Donc, ça veut probablement dire que les dons pourraient diminuer. Mais voici un comparatif avec les autres organismes en art. Alors, le volume de dons est à peu près semblable quant à l'augmentation, mais davantage de déclin au niveau des revenus ajustés pour l'inflation. Alors, une diminution en fait. Alors, le montant moyen des dons semble avoir diminué de manière peut-être plus significative chez nos pairs, c'est-à-dire les autres domaines de la scène. Alors, autrement dit, les choses ne sont pas sans défi, certes, mais c'est encore plus de défis pour les autres arts de la scène. Alors, rassurez-vous à un certain point. Maintenant, ici en mauve, les donateurs, les foyers en vert, et on regarde la moyenne des dons, notamment ajustée pour l'inflation. Donc, une croissance d'11 au niveau des donateurs, c'est généralement un don une fois par année et le don moyen, donc diminution de 5. Maintenant, nos pairs, dans d'autres arts de la scène, 9 d'augmentation de donateurs, mais moins 17 quant au don moyen. Maintenant, quelles hypothèses avons-nous? On ne peut pas dire avec certitude ce que s'y passe. Ce sont peut-être des influences macroéconomiques euh, et autres pressions diverses à même nos communautés. Et cela dit, lorsqu'on réfléchit au type d'acheteurs que nous étudions et qu'on y réfléchit, quelles sont les grandes tendances? On a vu une croissance continue dans les dernières années au niveau de l'achat de billets individuels. On a aussi vu des croissances au niveau des achats de la part des foyers. On a vu une augmentation aussi du prix moyen des billets. Ce qu'on sait aussi, c'est que ceux qui achètent des billets individuels et qui font des dons, ils donnent des montants moindres et de manière moins fréquente. Alors,
avec le temps, ça notamment en comparaison à ceux qui ont des abonnements ou des membres. Mais avec le temps, comme on a pu constater, nos revenus proviennent davantage de la vente des billets individuels. On n'a pas tellement de nouveaux abonnés ou membres. Et donc, ça a un impact sur nos dons au bout du compte, puisqu'on a plus de billets individuels qui font des dons plus petits et moins fréquents. Alors, c'est peut-être là que les choses se passent. Donc, oui, davantage de personnes qui font des dons, mais les dons sont plus petits. C'est une hypothèse en fonction de tout ce qu'on a appris par ailleurs par rapport à ce qui se passe dans notre domaine. Alors, pour ce qui est des dons individuels, on n'a pas énormément de détails étant donné les limites des données recueillies, mais une augmentation similaire du nombre de donateurs pour ce qui est des orchestres nord-américains en fonction de nos pairs, mais le montant moyen des dons a diminué. Ensuite, la croissance du nombre de donateurs est plus proche à celle du nombre d'acheteurs de biens individuels que de celle du nombre d'abonnés. Donc, il y a des corrélations ici auxquelles on pourrait réfléchir en fonction de ce que nous voulons viser et générer comme revenu. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais inviter les questions et commentaires. Alors, Monsieur Brad, quelle présentation fantastique. Vous avez une connaissance approfondie de l'analyse de données et cela, à mon avis, est particulièrement impressionnant. Merci. Je ne vois pas encore de questions dans le clavardage pour l'instant, mais j'aimerais vous encourager à en poser. Maintenant, et en fait, moi, j'en ai une de questions. Alors, certaines des choses que vous avez abordées ont été l'objet de discussions, notamment au sein des équipes de marketing, quand on pense aux ventes de dernière minute qu'on a pu constater. Et puis, en fait, je vous dirais, c'est même pas 2 semaines avant un concert qu'on voit des augmentations de vente de billets, mais même 2 jours avant. Et j'aimerais réfléchir avec vous à certaines tendances en ce sens et quel est l'impact sur la structure des orchestres, des associations, des organismes au niveau des arts en fonction de ce qu'on constate par rapport à ce qui se passe dans les mouvements de l'auditoire. Que c'est intéressant. Ben, quand on pense notamment aux organisations artistiques et au personnel. Alors, comment réagissent les équipes de marketing en fonction des ventes de billets et comment est-ce qu'on avance avec confiance et endurance afin de ne pas paniquer, pour le dire ainsi, 3 à 4 semaines avant un concert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne des billets? Qu'est-ce qu'on fait, même si c'est pas une situation qu'on désire, mais comment est-ce qu'on fait pour solidifier notre confiance, de ne pas amenuiser la qualité de notre produit, de maintenir nos prix et comment est-ce qu'on oriente le marketing, comment est-ce qu'on amplifie les messages, comment est-ce qu'on favorise l'entrée de l'auditoire et puis comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'achat de billets à l'avance, puis qu'est-ce qu'on fait pour stimuler ces ventes pour qu'il y ait moins de fiabilité sur ces ventes de dernière minute. Ben, là, les questions de personnel sont intéressantes. Alors, par exemple, combien de personnes au bar, combien de placiers avons-nous besoin? On cherche à prendre de bonnes décisions avec
le temps pour le faire. Et puis, oui, même si on espère que les tendances soient différentes, il s'agit de planifier en fonction de celles-ci. Alors, voici les décisions qu'on a à prendre en fonction de ce qu'on constate. Oui, d'une part, mais ce que je vous dirais, c'est de ne pas prendre de décisions trop rapides pour ce qui est de contracter le nombre de personnel le soir d'un concert qui pourrait laisser une impression négative par rapport à répondre aux besoins d'un auditoire. Et puis, on cherche aussi à encourager l'abonnement, le membrariat, et c'est important que l'expérience client ne soit pas de «Ouh, il y a un manque de ressources ici». Alors, il s'agit de peut-être penser à ne pas créer d'obstacles par rapport à ce qui se passe. Bien sûr, c'est toujours un équilibre à savoir nos visées et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, si les membres de l'auditoire ont vraiment une expérience fort intéressante, qu'est-ce que ça va avoir comme impact à long terme? Et donc, ça devient important que les spectacles soient euh, et le personnel nécessaire. Ben oui, je vous entends, je comprends. Les gens ont l'impression, les membres de notre auditoire, ben, ils veulent comprendre qu'on prend soin d'eux. Et puis, tout ce que vous nous dites, ben, ça nous stimule bien sûr à prendre nos décisions avec confiance. Alors, je vois aussi qu'il n'y a pas de questions actuelles dans le clavardage. Ben, écoutez, je vous ai peut-être endormi. Non, 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 c'est parce que vous avez tellement bien expliqué les choses. Alors, laissez-moi dire qu'on aimerait beaucoup avoir plus d'orchestres canadiens pour ce qui est de nos points on voudrait vous inclure dans nos analyses. Et donc, voici dans le clavardage un lien envers notre site web et vous pouvez vous enregistrer. Il y a un formulaire à remplir. On vous pose quelques questions par rapport au processus de billetterie et ça nous permet de mieux saisir vos manières de travailler et on va faire un suivi et puis on pourra vous inclure et c'est gratuit et en échange, on vous communique des tableaux de bord en fonction des données que l'on recueille et cela vous permet de vous comparer au secteur dans son ensemble. Et ça permet aussi de renforcer les données qu'on vous présente et puis on est certainement intéressé à vous attirer, chers Orchestres Canada. Ben, merci beaucoup. J'aimerais vous remercier, Monsieur Brad, pour votre générosité quant à vos partages, quant à ce que vous avez glané de ces données. J'aimerais remercier notre interprète également. Et nous allons aussi avoir des mises à jour par rapport à la recherche de TRG. On va avoir d'autres webinaires, bien sûr. Et la meilleure façon de demeurer au parfum de ce que nous faisons, c'est notre lettre d'information que nous vous envoyons sur une base régulière. Et nous avons un ou l'autre webinaire notamment qui viendra sous peu qui est la rencontre du projet des orchestres verts. Donc, ce sont des solutions environnementales durables. Cela aura lieu à midi le 14 octobre, donc très bientôt. Et il s'agit euh, donc d'une charte de directive pour que les orchestres au Canada puissent réduire les impacts environnementaux tout en stimulant la vitalité et l'innovation dans notre secteur. Alors, on espère vous accueillir la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et un très beau long week-end. Merci à tous. Merci.